Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Auditeurs et auditrices de Studio Tamani, bonsoir. La 54e édition de la Journée de l'Afrique sera célébrée demain. Cet anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine OUA le 25 mai 1963 représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique. Toutefois, après plus d'un demi-siècle, les défis à relever pour le continent restent énormes. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de cette organisation continentale. Quels sont ses acquis? Quelles solutions aux défis sécuritaires et économiques du continent, entre autres? Où en sommes-nous avec la libre circulation en Afrique? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nos invités vont répondre. Et nos invités sont Dr Ishaka Poudjougou, chargé de cours des relations internationales à l'Université de Bamako, professeur Abdoulaye Niang, économiste, Boubacar Koulibaly, ancien ambassadeur malien, et Lassine Koulibaly de la délégation générale à l'intégration africaine qui représentera le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Mohamedou Touré vous présentera cette émission. À la mise en onde, Seydoumbou. Le grand dialogue. L'Afrique est considérée comme le berceau de l'humanité, à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. Cependant, il y a de tristes records battus par le continent. Nous avons le PIB par habitant qui est le plus bas du monde et l'évolution actuelle ne corrige en rien le chiffre malgré les extraordinaires ressources naturelles dont regorge le continent africain. À cela s'ajoute l'endettement des pays africains qui reste très lourd faute d'un développement économique harmonieux. C'est dans ce contexte que la Journée mondiale de l'Afrique sera célébrée demain. L'objectif est de rapprocher les peuples africains, raffermir leur foi en l'intégration et populariser l'idéal d'union du continent. Et je le disais au début que nous avons 4 invités pour parler de cette question. Dr Ishaka Poudjougou, chargé des cours. Tchakari. Dr Tchakari Poudjougou, chargé de cours des relations internationales à l'Université de Bamako, professeur Abdoulaye Niang, économiste, Boubacar Koulibaly, ancien ambassadeur du Mali, et Lassine Koulibaly de la délégation générale à l'intégration africaine qui sera avec nous au téléphone. Alors la première question, nous allons l'adresser au professeur Abdoulaye Niang, économiste, qui a également une bonne expérience au niveau de cette organisation continentale. Aujourd'hui, quels sont les défis auxquels le continent fait face? Je dis bonjour à tout le monde et joyeux anniversaire pour l'Union africaine. En fait, j'ai été associé à l'Union africaine peut-être plus de 30 ans. J'ai servi au secrétariat conjoint de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'Union africaine et la BAD. Ouais. Mais j'ai surtout servi aussi comme, il y a un ambassadeur ici, en tant que représentant régional des 11 pays de la CEAC, basé à Yaoundé, mais aussi représentant régional des 15 pays de la CEDEAO, et développer le programme de sécurité alimentaire de l'Afrique. Ce que je veux vous dire simplement, dans les années 80, dans les années 70, il y a eu énormément d'études importantes qui pouvaient faire sortir l'Afrique de la crise. Mais malheureusement, nous avons constaté un handicap assez sérieux. Toutes les fois que ces études sortaient, on parlait du problème de financement. Le défi, c'est au niveau du financement. Et on s'est tourné vers les organisations traditionnelles pour le financement. Je peux dire que après avoir pris ma retraite en 2009, j'ai décidé donc de consacrer le reste de ma vie à un centre d'études stratégiques au Mali, mais aussi au niveau de l'Université nationale de défense américaine pour enseigner l'économie de la défense. Et je peux dire aujourd'hui avec certitude que le secret enfoui qui faisait qu'on n'arrivait pas à se sortir du dilemme du financement, que ce secret enfoui, il est découvert et qu'il est possible aujourd'hui d'aller vers une construction de l'État prééminent du Mali dans les États-Unis d'Afrique avec la responsabilité de l'initiative pour une convergence de vues sur la vision de globalisation de co-entrepreneuriat à prospérité partagée dans la stabilité, la paix et la sécurité. L'Afrique va se réveiller parce que c'est l'Afrique qui est la région de croissance économique globale. C'est l'Afrique qui est la région de croissance démographique globale. Le déni de reconnaître ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une lutte d'extrême violence en tant qu'économiste de la défense.
Et cette lutte d'extrême violence, c'est à travers les Koulibaly, puisque vous en avez 2 ici, qui sont là, qui ont déclenché Charlie Hebdo. Et hier, c'est un Libyen qui vient de la Libye qui a raté son printemps arabe. Parce que le printemps arabe, c'était pour rapprocher, dans ce que vous avez dit au début de votre intervention, de rapprocher ces organisations du peuple, de la base. C'est ce qui a manqué. C'est-à-dire qu'en réalité, nos gouvernements successifs sont sous l'emprise d'une ingénierie internationale, particulièrement la Banque mondiale et le FMI, l'OMC, et puis maintenant le système des Nations Unies dans lequel je me trouvais, le PNUD, l'UNICEF et tout, qui fait que finalement l'Afrique est notée très bon élève en croissance économique, mais les Africains sont notés très mauvais élèves en développement humain. Donc il y a de la richesse qui est générée en Afrique, il y a de la richesse qui est créée en Afrique. Notre défi, c'est de relever maintenant le défi de la rétention de richesse. Et si les autres refusent qu'on retienne la richesse, les familles sont déstabilisées. Quand les familles sont déstabilisées, ils produisent des combattants pour aller attaquer là où il faut attaquer. Bruxelles, Paris, Genève, name it, comme disent les Anglais. Et là, ils sont obligés maintenant qu'on aille à la mutualisation de connaissances où se trouve la cause profonde. La cause profonde, je peux conclure un peu la première partie avec ça, c'est que quand l'Afrique devrait commencer à naître comme État indépendant, comme une série, en cascade d'États indépendants, en 1957, il y a eu une entente entre les nations chrétiennes qui dit que peut-être bientôt ces pays vont être indépendants, mais nous adhérons à une doctrine, la doctrine du titre de propriété des terres par la découverte et la découverte chrétienne. Toutes les nations comme la France, l'Angleterre en particulier, qui ont découvert l'Afrique, ils vont prélever le bois, c'est-à-dire ils vont prélever les ressources naturelles sans compensation financière de la communauté de localité, c'est-à-dire de la population. Oui. Et là, on vous met dans une déstabilisation, vous êtes dans la migration, vous êtes dans toutes sortes d'oisivités, et finalement on a fabriqué des gouvernements qui sont sous emprise. Et là, à partir du moment où on a compris, la solution est facile. Le Mali aujourd'hui est un pays extrêmement riche, qui produit de l'or, qui produit du coton, qui produit du riz, qui est capable de produire du riz, mais on n'arrive pas à le faire. On va avoir accès au marché financier à travers l'or du Mali. Et dès qu'on a accès au système financier mondial, il n'y a plus de problème de finances. Parce que l'or du Mali, de l'Oulogomoto seulement de Choma à Kenya, pèse aujourd'hui à une capitalisation boursière de 8 milliards de dollars, susceptible de financer n'importe quel projet minier au Mali, et à part du Mali, le reste de l'Afrique. Donc on sort. Dieu nous a donné suffisamment de ressources naturelles. Ils en ont enlevé, mais comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, il a mis ses mains encore sur une grande partie des ressources naturelles. C'est pas parti. Et les autres, ils ont zéro. En France, c'est zéro ressources naturelles. Rareté des ressources naturelles. Les usines transférées en Chine par la délocalisation. Pas de possibilité de créer des emplois. François Hollande a renoncé. Et maintenant, Macron, il est plus jeune, il ne va pas renoncer, il va plutôt aller vers le changement. Alors, nous reviendrons sur beaucoup de ces interventions. Alors, Monsieur Boubacar Koulibaly, vous êtes ancien ambassadeur malien, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous partagez l'avis du professeur Niang par rapport à ces défis auxquels le continent africain est confronté? Je voudrais saluer nos auditeurs et dire que je suis effectivement Maître Boubacar Karamoko Koulibaly, ambassadeur du Mali, ce qui me vaut d'être sur votre plateau cet après-midi. Je pense que le professeur a pris un aspect de la question, et parce que tout cela, il est vrai qu'il fallait y penser. Certains ont été des visionnaires comme le président Kourouma, comme le président Modibo, M. Touré, Ben Bella et autres. Ils étaient pleins de bonne volonté. Je pense que le groupe de Casablanca, en général, a pris la responsabilité d'impulser la création d'une organisation en vue de l'intégration économique de l'Afrique.
Et c'est malheureusement, parce que l'Afrique, c'est vrai, il y a le problème des ressources financières, économiques, mais à l'époque, c'était surtout le problème des ressources humaines de qualité. Parce que quand on voit le niveau de formation des premiers responsables de nos pays, la plupart étaient des instituteurs ou des sortis de Gorée ou des médecins africains. Donc, ça veut dire que le niveau d'études était à un certain niveau et certains, justement, par faiblesse de vision, incapables de se projeter, ont fait semblant d'accompagner la dynamique. Tout le monde s'est retrouvé à Addis Abeba. Est-ce que ce niveau d'études n'est pas toujours en train d'être baissé? Voyons au Mali, par exemple, avec toutes ces grèves. Je viens. Le Mali, c'est autre chose, quoi. Je viens parce que dans ce pays-là, on n'aime pas se dire la vérité. On préfère toujours se ménager les uns les autres. Et voilà pourquoi c'est difficile aussi qu'on s'en sorte d'une certaine manière. Mais pour dire que pendant que certains poussaient, pour qu'on aille vite à cela. D'autres tiraient le frein en main pour dire, bon, nous voulons d'abord développer chez nous et ensuite faire en sorte que nous puissions apporter plus tard notre contribution à l'intégration de l'Afrique. Mais on a vu, il y a ni l'un ni l'autre. Alors que s'ils avaient accepté de relever le défi avec les autres, certainement qu'on n'en serait pas là parce que, justement, eux, ils avaient suffisamment de ressources naturelles et pour faire en sorte que les choses puissent aller. Parce que les nations qui ont des ressources naturelles avérées sont assez nombreuses. Parmi les 55 pays ou 54 pays, 54 pays aujourd'hui sont assez nombreuses et pouvaient vraiment porter ce rêve-là, ce projet-là et le concrétiser. Pour moi, on a pris 54 ans de retard, mais c'est toujours faisable et on doit y arriver pour que demain, les générations futures soient en tout cas plus heureuses que nous. Okay. On va entrer après en détail de ces enjeux. Alors, monsieur Tchakari Coulibaly, docteur Tchakari Coulibaly, c'est ça, si je me trompe? Finalement, merci. Je vais dire bonsoir à tous nos auditeurs. Oui. Je vais d'abord corriger. C'est docteur Tchakari Poudigo. Je suis enseignant à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Donc, je n'enseigne pas que les relations internationales. C'est très important. Et donc, merci pour l'invitation au grand dialogue. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt, n'est-ce pas, la réaction du professeur Nyang et de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Oui. Et directement, vous, la question qu'on va vous adresser, c'est 54 ans après, quels sont les acquis de l'organisation, de l'OUA qui est devenue maintenant Union africaine, UA? Bien, merci. Nous avons à la fois des acquis, mais aussi des difficultés qui ont été rencontrées. Il faut porter des lunettes positives pour lire, n'est-ce pas, le bilan de l'intégration africaine ou des organisations d'intégration africaines. Si on regarde l'histoire de l'Afrique, parce que l'intégration africaine est une idée qui date de longtemps, depuis les MSCZ, je dirais même depuis William Edward Dubois, cette idée était là. Mais c'est seulement à partir des indépendances qu'elle s'est concrétisée, n'est-ce pas, par l'adoption d'une charte, la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, qui est devenue aujourd'hui Union africaine après le sommet du Togo en 2000. Donc, nous voyons quand même qu'il y a des acquis. Et la transition de l'OIA à l'UA n'a pas été faite sans raison. Parce que le vieux combat d'indépendance, n'est-ce pas, et d'autonomie n'était pas suffisant. Il fallait répondre aux nouveaux défis, en particulier ceux du développement, n'est-ce pas, de la paix et de la sécurité, avec la mondialisation. Donc les États africains, les chefs d'État africains, les chefs d'État et de gouvernement, n'est-ce pas, de l'Afrique, se sont dit qu'il est impératif donc d'accélérer le processus d'intégration. L'intégration est un processus. On ne peut pas attendre un résultat immédiat tout de suite. Donc, c'est une question d'accélération de ce processus et je pense personnellement que cette accélération a porté des fruits. Notamment. Il faut être positif si nous regardons parce que l'intégration africaine se fait du bas vers le haut.
Et nous avons actuellement plusieurs organisations sous-régionales d'intégration ou des organisations communautaires. Je citerai par exemple l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine, ou encore la CEDEAO, qui sont des modèles en matière d'intégration. Et je crois que partout dans le monde, la CEDEAO est une référence. Elle est reconnue comme une référence. L'UEMOA également est une référence. Donc les Africains, lentement mais sûrement, nous avançons vers une intégration qui est concrète. Ça, c'est un acquis. La libre circulation des biens et des personnes est en train de se concrétiser aussi. Et quand on voit le cas de l'UEMOA, ou de l'IEMOA et l'IMOA, parce qu'il y avait d'abord l'IMOA, ensuite l'UEMOA, nous avons réussi à mettre en place une union monétaire. Le franc CFA, par exemple. Oui. Je crois qu'on va développer cette question du franc CFA au cours du débat. Nous allons observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous rappelle que ce soir, nous parlons de l'Union africaine après plus d'un demi-siècle. Quels sont les acquis et les défis? Et autour de cette table, nous avons comme invité Dr Djakari Poudjougou, qui est enseignant au niveau de l'Université de Bamako, et professeur Abdoulaye Niang, économiste, maître Boubacar Coulibaly, ancien ambassadeur du Mali, Lassine Coulibaly, qui est également de la délégation générale à l'intégration africaine, qui va intervenir, qui est au téléphone. Monsieur Lassine Coulibaly, est-ce qu'on va vous poser la même question qu'on vient d'adresser à Dr Djakari? Quels sont les acquis selon vous de l'Union africaine? Bonjour à la radio Tamani et à tous les auditeurs. Je voudrais d'abord remercier Lassine Coulibaly au secrétariat général de la Commission nationale pour l'intégration africaine, qui est rattaché au ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Okay. Eh bien, je voudrais aussi souhaiter joyeux anniversaire à tous les Africains et Africaines et à toute la communauté de la diaspora. Parce que l'intégration, ce n'est pas seulement ceux qui vivent en Afrique, mais aussi c'est aussi les Africains qui sont hors de l'Afrique. Et on sait que le panafricanisme, ça a commencé en dehors de l'Afrique, avec, comme le précédent disons, notre collègue l'a dit en parlant de William Dubois. Donc, je voudrais saluer donc, cette diaspora-là, parce qu'elle est partie prenante aussi du processus d'intégration. Bon, comme ça a été dit, à la suite... Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns des acquis de l'Union africaine? Oui, les acquis de l'Union africaine, c'est d'abord, disons d'abord de l'OUA, quoi. L'OUA, parce que ça a commencé avec l'OUA, comme vous l'avez dit. Et donc, le premier acquis d'abord, c'est la décolonisation. C'est ça le premier objectif d'ailleurs de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, la décolonisation. Donc cela a été réalisé, même s'il y a eu des difficultés. Finalement aujourd'hui, nous savons tous que tout le continent est libre maintenant des colons. Donc, mais disons qu'il est arrivé à un certain moment, comme ça a été dit, où on s'est dit que vraiment les objectifs qui étaient assignés à l'OUA, vraiment la décolonisation a été atteinte, mais il reste beaucoup à faire parce qu'il s'agissait aussi de développer notre continent. Mais donc à la suite de ce constat, on a dit que vraiment il faut beaucoup de changements. Donc le premier changement, c'est un acquis aussi, il s'agit de la transformation du secrétariat général en commission. Donc au départ, il y avait un simple secrétaire général qui était là pour servir de secrétariat, mais on a dit qu'il faut aller de l'avant, changer ce secrétariat-là en commission. Donc nous avons la chance que le premier
Le président de cette commission, c'est un Malien du nom de Alpha Omar Konaré, que je salue au passage ici. Merci Monsieur Coulibaly. Alors professeur Abdoulaye Niang, est-ce que vous pouvez nous citer quelques acquis que la population à la base peut sentir? Non, je pense que la première des choses, c'est de rester unis dans l'action. Malgré tout ce qui a été fait, ça n'a pas été brisé. Le Maroc est parti à un moment donné. Le Maroc vient de retourner. Ça, c'est l'acquis essentiel. C'est-à-dire que quand on vous tape de tous les côtés et que vous arrivez à maintenir bon an, mal an votre union, vous restez ensemble frères dans le même cercle, je pense que c'est la chose la plus importante. Je pense que l'un des objectifs également de cette organisation devrait être la gestion des crises africaines. Est-ce que cette union a pu gérer une crise africaine depuis sa création? Ah oui, beaucoup de crises. Moi, je peux vous dire, par exemple, dans la région de l'Afrique centrale, mon frère va me corriger, tous les pays, les 11 pays de la CEAC étaient en guerre. En 1999, quand les chefs d'État m'ont demandé à l'époque, en tant que directeur régional, de relancer la CEAC, parce qu'il a parlé de la CEDEAO, que la CEDEAO est la plus avancée, parce que la CEAC était morte pendant 8 ans, sous Bouyoya. Bouyoya est là aujourd'hui en tant que conseiller, n'est-ce pas, de l'Union africaine en matière de paix et de sécurité. Mais c'est un Malien qui a relancé l'intégration régionale pour les 11 pays. Le Rwanda, Burundi, la RDC, l'Angola et tous ces pays-là qui ne se parlaient pas. On a fait 33 conférences débats pour pouvoir avoir de la base, quel était le problème, et de les réunir en sommet extraordinaire à Malabo en janvier 1999 pour que la CEAC soit relancée au même titre que la CEDEAO. Et donc, ils ont toujours réussi, même l'Afrique du Nord. Regardez l'Afrique du Nord. Ils ne se parlent jamais, ces gens-là. La Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, et le Soudan, l'Égypte, vous voulez les mettre ensemble. Des fois, nous, on célébrait, on disait que cette fois-ci, on a réussi à les mettre ensemble. Le lendemain matin, on dit que non, en réalité, on s'est trompé par rapport à telle chose. Bon, certains d'entre nous, à l'époque, se disent, mais comment on avait tellement réussi ça, on est parti même manger, à tanger des fruits de mer, et puis après, voilà la situation. Mais malgré tout, on les a maintenus ensemble. Donc, je crois que ça, c'est la première des choses. Les crises ont été gérées bon an, mal an, par l'Afrique. Et la CEDEAO, on va écouter Pierre Bouyoya, qui est le haut représentant de l'Union africaine au Mali sur la crise malienne. Il était son conseiller spécial. Pour la paix au Mali, la priorité, c'est bien sûr la mise en application de l'accord. Vous savez qu'on a fait un bout de chemin, on n'a pas encore fini. Il faut maintenant mettre les bouchées doubles pour terminer cette mise en application de l'accord. Deuxièmement, notre priorité, c'est comment aider le Mali à faire face aux défis de sécurité. Parce qu'une des contraintes majeures, c'est l'insécurité qui n'a cessé de grandir au nord, au centre. Dieu merci, le Mali et les pays voisins s'organisent pour faire face. L'Union africaine, nous sommes derrière pour les soutenir fortement. Docteur Diakari Poudjougou, l'Union africaine, qu'a-t-elle pu faire dans la gestion de la crise malienne, concrètement? Merci pour cette question également. L'Union africaine fait beaucoup de choses, souvent peut-être pour des problèmes de communication. Les populations ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Si je prends le cas de la MINUSMA, avant l'arrivée de la MINUSMA, il y avait une force africaine qui était là, la MINUSMA. Et vous avez parlé des acquis, il y en a plusieurs. Je ne saurais les énumérer tous. Si on prend Mais le est-ce cas que la MINUSMA a montré ses preuves? Elle a montré ses preuves. Elle a réagi avec une grande efficacité et une rapidité parce qu'elle est arrivée avant les Nations Unies. Ce sont les Nations Unies qui sont venues la remplacer. Donc, elle est arrivée à temps. Parce qu'elle ne pouvait pas gérer la crise? Ce n'est pas parce qu'elle ne pouvait pas gérer la crise, si vous me permettez. C'est un point très important et je souhaite m'arrêter un peu sur ce point. Si nous prenons l'Union africaine, depuis 2000, elle a fait des progrès. En 2001, le Mali a eu l'excellente idée de créer un conseil de paix et de sécurité qui a été mis en place, dont le protocole a été adopté en 2002. Et en 2004, ce conseil de paix et sécurité est fonctionnel. Et le conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est un mécanisme, une structure chargée
des questions de paix et de sécurité. Et ce conseil est très actif. Je prends le cas des îles Comores, n'est-ce pas? En juin, le Conseil de paix et sécurité a décidé du déploiement d'une force, n'est-ce pas, qui a pu amener la paix. Ça, c'est un exemple. Et au Mali, la force africaine, c'est aussi, donc, dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité, il y a une force prépositionnée, une force africaine prépositionnée qui comptait déjà en 2009 plus de 15 000 hommes. Et l'Afrique de l'Ouest, à elle seule, avait à cette date réunie plus de 6 500 soldats ou militaires. Donc il y a une force africaine qui est capable, mais il y a des obstacles, comme je l'ai dit. Souvent, l'Union africaine est étouffée par des obstacles qui viennent souvent, n'est-ce pas, de l'extérieur. Et peut-être que nous aurons le temps de revenir sur ça. Mais parmi ces forces, il y a également la force africaine en attente. Oui. Elle est toujours en attente? Qu'est-ce que ça veut dire une force africaine en attente? Ça veut dire que nous avons des contingents qui sont préparés dans chaque État membre de l'Union et qui sont prêts à être mobilisés à tout moment. Et nous l'avons vu avec la crise malienne, les contingents africains sont arrivés. Qui n'a pas vu l'action courageuse des soldats tchadiens, par exemple? Et les soldats tchadiens, avec les autres soldats africains, étaient capables d'aller au nord et de sécuriser mieux, je dirais même. Ce n'est pas une manière de dénigrer l'amunissement, mais les Africains, avec nos forces, nous sommes aujourd'hui capables, n'est-ce pas, d'assurer la paix et la sécurité sur le continent. Il y a seulement des obstacles, comme je l'ai dit, qui nous empêchent d'être autonomes. Vous avez parlé, le professeur Niang a parlé de décolonisation, pas le professeur Niang, mais l'auditeur que nous avons, disons, l'invité que nous avons eu en ligne, monsieur Koulibaly, a parlé de décolonisation réussie. Et la décolonisation n'est pas encore réussie, parce que l'autonomie, l'indépendance, c'est un tout. Ce n'est pas juste une autonomie politique. Si je prends le cas des îles Comores toujours, rien qu'en 2011, tout récemment, un territoire africain a encore été colonisé, l'île de Mayotte. Mayotte a été rattachée à la France comme étant territoire d'outre-mer française, malgré les protestations de l'Union africaine et de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Donc, nous n'avons pas encore totalement gagné la décolonisation. Et pour réussir la décolonisation, je pense qu'il ne faut pas toujours jeter les pierres sur les autres, parce que nous fuyons nos responsabilités. Quand on parle, nous, Africains, nous fuyons nos responsabilités. Quand on parle d'autonomie, il faut voir la personne, l'individu en lui-même. L'Africain, c'est une question de reconstruction ou de refondation de l'homme africain. Est-ce que nous sommes capables d'être autonomes? C'est ça la question. Et vous avez parlé des ressources dont nous disposons. Nous avons énormément de ressources. Mais nous reviendrons à vous. Maître Boubacar Karamoko Koulibaly, parmi les défis, il y a également la libre circulation en Afrique. Où en sommes-nous? J'avoue que ça a été un crève-cœur par rapport à tout ce à quoi nous assistons relativement justement à cet aspect. Parce que... on ne l'a pas dit, mais les organisations régionales aussi sont des acquis de l'Union africaine, de l'OUA, parce qu'il a fallu qu'on pense à l'intégration africaine, qu'on dise, bon, il faut faire ça de façon étagée, par couches successives, à partir des régions. Donc on a créé même sous-régions, parce qu'il y avait la CEAO qui est devenue l'UEMOA, après l'UEMOA, tout ça c'est dans une refondation. Ensuite, la région a porté la CEDEAO, et de l'autre côté c'est la CEAC, et ainsi de suite. Alors, donc je pense que c'est différentes organisations régionales, moi je peux dire qu'elles font assez de bon travail. Hein. La CEDEAO, tant bien que mal, est arrivée à obtenir la libre circulation des personnes et des biens, même si nous savons que les PDG assez nombreux sur les routes, c'est-à-dire que police, douane, gendarmerie tracassent un peu les voyageurs. Mais de façon globale, aujourd'hui, avec une carte d'identité, même avec une carte NINA, tu peux voyager dans l'espace
l'espace CEDEAO de façon générale. De façon générale, je dis. Mais alors, donc, comme vous l'avez dit, au niveau des douanes, au niveau des postes, même pour partir au Burkina Faso. Je dis ça, c'est un travail que les nations doivent assumer, que les États doivent assumer par rapport à leurs forces. Sinon, quand tout le monde adhère à une résolution, à un règlement adopté, il faut l'appliquer. Donc c'est les États qui doivent jouer, qui doivent agir sur leurs autorités à ce niveau-là. C'est-à-dire que la police, la douane, la gendarmerie, en disant de réduire, ça ne peut pas être aussi la porte ouverte, même si le Mali refuse, de mettre à l'entrée ce que certains pays font en termes de visa de séjour ou de carte de séjour. Le Mali ne fait pas ça, mais ça peut être la porte ouverte. Mais alléger, respecter, les biens, respecter les voyageurs, mais tout en veillant à ce que le pays aussi ne se transforme pas en passoire par rapport aux bannis de grand chemin, par rapport aux terroristes, par rapport aux produits prohibés dont on pourra faire commerce assez facilement s'il n'y a pas un minimum aussi. Mais donc par rapport à ça, je dis de façon globale, on peut dire que ça, c'est un acquis, et même la politique des frontières, une idée chère au président Alpha, où il dit une frontière doit être un point de soudure et non un point de séparation, et même la lutte contre la prolifération des armes légères. Donc je veux dire que de façon globale, là où ça tire encore un peu, le professeur Niang l'a dit, c'est au niveau de l'Afrique centrale où je vois encore que la politique de visa persiste entre les pays. Donc de façon globale, la seconde pause et revenir tout de suite. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, on a vu qu'il y a les présidents africains qui ont reçu un passeport africain. Est-ce qu'à ce jour, le citoyen lambda peut obtenir ce passeport? On va adresser cette question au professeur Niang. Voilà, en tout cas, j'ai eu le passeport de la CEDEAO. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir le passeport de l'Union africaine. Je crois qu'il n'y a pas de problème pour ça. On ne l'a pas encore et on n'obtient pas de nouvelles par rapport à cela. Qu'est-ce qui retarde? Est-ce que c'est un processus? C'est un processus. Le processus, ce qui est le plus important, dès que le premier passeport est sorti, au-delà du spécimen, c'est déjà acquis. Et même pour le passeport de la CEDEAO, les gens étaient méfiants à un moment donné. Mais après, c'est devenu quelque chose de courant. Mais aujourd'hui, pourquoi ne pas supprimer les visas en Afrique? Bon, les visas, comme il a dit pour la CEDEAO, tu n'as pas besoin de visa, tu as besoin d'une carte d'identité. Parce que quand même, il faut qu'on t'identifie. Et récemment, j'ai fait le voyage de la Guinée. Et j'ai présenté simplement ma tête d'abord. Puis après, j'ai sorti un petit papier qui monte à Blagnan. Mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup appris aujourd'hui, la PDG. Bon, le concept de la PDG, je n'avais jamais ça, la police, douane et gendarmerie. Bon, l'administration publique ne va pas nous débarrasser de ça. C'est une société civile responsable qui nous débarrassera de ça. Quand on passait par la Guinée, ils ont dit que il y a telle chose là, mais comment vous voulez... J'ai dit, appelez-moi votre patron. Je me suis présenté, je suis un citoyen libre et je dois traverser. Pas d'obstacle. Bon, je dis, j'ai dit, écoutez, j'étais représentant de la CEDEAO. J'étais là, j'étais représentant des Nations Unies auprès des chefs d'État de la CEDEAO. Donc vous me foutez la paix, allons-y. On va quitter vendredi Bamako, le réseau Djogonimaya, pour aller à la frontière ivoirienne. C'est la PDG, la police, douane et gendarmerie qui emmerdent les orpailleurs aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à dormir. Tous les 2 ou 3 jours, il faut qu'ils payent 150 000 francs. Mais on est allé au ministère des Mines avant-hier. On n'a pas pu en parler. Avant, on a passé par le ministère de la Sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre voiture, on va directement sur le terrain, on va rencontrer ces gens-là et on leur dit, vous les laissez en paix. C'est la libre circulation, c'est la libre activité, c'est leur droit constitutionnel et donc votre devoir constitutionnel, vous le respectez. Donc tant qu'on ne commence pas nous-mêmes, en tant que citoyens vulnérables et victimes
et pour défendre nos intérêts, ce n'est pas l'administration qui va le faire, parce que l'administration, c'est qui? C'est quoi? Bon, ne demandez pas l'État, parce que l'État, c'est nous. Donc, il faut que notre devoir citoyen, là, il faut qu'on se lève pour les défendre. Sinon, les autres, ils ne sont pas bien payés et ils se font payer sur le dos des gens et ce n'est pas une bonne chose. Mais on va résoudre le problème fondamental qui est la rétention de la richesse pour les ménages, pour qu'on ne continue pas quand même à vivre de misère. Parce qu'en réalité, on crée de la richesse, mais on ne la retient pas et on donne aux autres. Je crois que M. Koulibaly est revenu. Bonsoir, M. Koulibaly. Oui, bonsoir. Voilà, donc la question qu'on va vous adresser maintenant, c'est que d'où proviennent les ressources de l'Union africaine? Certains disent que il y a l'Union européenne qui finance une bonne partie de ces ressources. Alors, est-ce que dans ce cadre, on peut parler d'autonomisation? Est-ce que l'Union africaine ne dépend pas dans ce cadre de l'Union européenne? Bon, je voudrais commencer par dire d'abord que, vous savez, nous sommes un continent qui a été victime d'abord de l'esclavage pendant plusieurs années et ensuite par la colonisation aussi. Heureusement, nous sommes sortis de la colonisation et la décolonisation, je dis bien décolonisation politique, parce que c'est essentiel, il faut partir de là d'abord. Notre collègue a dit que la décolonisation n'est pas totale, ça c'est autre chose. Je parle surtout de la décolonisation politique, c'est très important. Donc, c'est pas facile pour un continent qui a subi toutes ces souffrances-là et qui puisse vraiment assurer pleinement son essor. Ce n'est pas facile. Donc, il y a, pour le financement de l'Union africaine, nous avons les contributions des États membres. Donc, chaque État membre doit contribuer pour la marche de l'organisation commune. Mais en dehors de ça aussi, il y a d'autres aides. Il y a d'autres aides extérieures comme l'Union africaine et autres. Vous savez, ce n'est pas facile. L'Afrique est très riche, mais nous avons des problèmes de gouvernance surtout. C'est pourquoi il y a le MAEP, le mécanisme d'évaluation par les pairs, qui est là pour corriger les choses et orienter les États pour assurer la bonne gouvernance. Ouais, donc, ce n'est pas facile d'être totalement indépendant, mais c'est sur la voie. Nous sommes sur la voie et l'Afrique a aujourd'hui une vision qui s'appelle la vision 2060. Donc, d'ici 2060, qu'est-ce que nous voudrons pour notre continent? Donc, les Africains, les hautes autorités de l'Afrique ont convenu qu'il faut sortir l'Afrique de tous ces problèmes-là et faire en sorte que l'Afrique puisse se prendre elle-même à charge, que l'Afrique elle-même puisse s'auto-financer. Ouais, donc il y a des réflexions qui sont déjà là par rapport à quel mécanisme il faut faire pour assurer cet autofinancement. Alors, Maître Koulibaly, l'Afrique a des ressources. Est-ce que si on n'arrive pas nous-mêmes à financer l'Union africaine, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le contrôle sur ces ressources ou c'est dû à la malgouvernance? Donc, je commence par dire que souvent c'était un manque de volonté politique, pour ne pas dire manque de volonté tout court des États. Je ne peux pas comprendre et je ne peux pas accepter et je n'accepterai jamais qu'un État qui s'est librement engagé ne puisse pas faire face à ses obligations de cotisation vis-à-vis d'une organisation à laquelle il a librement adhéré. Nous savons très bien que beaucoup d'États africains sont en retard de paiement sur leurs cotisations. Ce n'est pas normal. Et nous savons très bien que si nous nous asseyons, nous nous donnons le temps de la réflexion, on peut très bien identifier les poches de recettes dans beaucoup de nos États qui peuvent aider au financement des projets. Moi, je voudrais rendre hommage aussi quand même à l'Union africaine à travers le Conseil paix et sécurité, parce que c'est ça aussi l'histoire, c'est un des avantages, aussi un des acquis de l'Union africaine, tout comme le MAEP dont mon frère vient de parler. Le 20 mars, ici, à Bamako, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine avait réuni les représentants des pays membres du Conseil de sécurité, les 5 permanents surtout, et beaucoup de grands pays autour de la crise malienne, et nous en étions sortis avec, comment dirais-je, un programme ou 2 programmes, un pour le financement des activités du gouvernement et un autre pour faire face aux problèmes relatifs
à la malgouvernance relativement au nord. Et je pense que le président Diongounda a fait le voyage à Bruxelles et récemment, en début de mandat, le président Ibeka avec l'OCDE a pris la suite. Ces 2 résolutions datent de cette réunion du 20 organisée par le Conseil de paix et sécurité. Et à la sortie, on était convenus. Et les jeunes rebelles étaient encore à Thessalite, les armes aux pieds. Ils ne devaient plus bouger de là-bas. On allait vers le cessez-le-feu. Lorsque le mercredi 21, malheureusement, ceux qui croyaient qu'on n'allait jamais connaître un cessez-le-feu et qui pensaient que leur tour était arrivé de monter, ont cru devoir remettre, du désordre. Et ça nous a conduit là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, nous allons donner la parole à Dr Poudjougou pour parler de... Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut maintenir le CFA ou l'abandonner? Alors, si vous me permettez, je vais très rapidement réagir à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. On n'a plus que 5 minutes. Je vais être très rapide. Je l'avais dit, l'intégration est un processus. Et j'ai dit qu'elle va du bas vers le haut. Donc l'Union africaine est là, au sommet. Les organisations sous-régionales comme la CEDEAO, l'UEMOA, aident l'Union africaine, n'est-ce pas, à converger vers cette unité. Donc c'est un tout. C'est pour ça que j'ai commencé à citer les réalisations, les acquis de ces organisations comme l'UEMOA qu'il faut féliciter. C'est des grands acquis. Par rapport au CFA. Et par rapport au CFA, l'UEMOA, donc l'UEMOA d'abord, l'Union monétaire ouest-africaine, depuis 1962 à l'époque, 6 États d'abord, ensuite les autres les ont rejoints. Actuellement, donc, ce sont 2 traités qui existent côte à côte, qui sont différents. L'UEMOA est différent de l'UEMOA, souvent on les confond. C'est 2 traités différents, mais qui se complètent. Donc, le premier, c'est l'institution d'une union monétaire ouest-africaine, le franc CFA, donc. Mais est-ce qu'il faut le maintenir ou l'abandonner? Faut-il le maintenir ou ne pas le maintenir? Il faut que les États, les chefs d'État, donc les États membres de cette communauté, se réunissent et voient les avantages. Si on trouve qu'il y a plus d'avantages, alors on maintient. Au cas contraire, nous sommes des États indépendants et personne ne peut nous obliger à maintenir ou à ne pas maintenir. Je vais donner la parole à en 1994, il y a eu la dévaluation du franc CFA jusqu'à 50%. Pour résoudre des problèmes qui étaient là. Et qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? Vous parliez de réunions, je pense qu'il y a eu beaucoup de réunions par rapport au CFA, mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut le maintenir ou l'abandonner selon vous, professeur? Non, il faut simplement bâtir sur les cendres du franc CFA une monnaie africaine. J'ai dit les cendres, donc ça doit disparaître. Le CFA, le 26 décembre 1945, quand la France a introduit, c'était d'avoir une parité fixe entre le franc français et la communauté, n'est-ce pas? Et ça devait permettre simplement de sécuriser la source d'approvisionnement de la France. Et c'est étendu à 1999 à l'Union européenne. Et nous ne sommes pas à l'avantage quand vous ne maîtrisez pas votre politique monétaire ou vous ne maîtrisez pas votre politique économique. C'est aussi simple que ça. Ok. Monsieur Poudjougou, vous voulez réagir? Non, Koulibaly. Non, je voudrais dire qu'en réalité, souvent, nous ne nous écoutons pas. Sinon, les États sont dans la logique de la sortie du franc CFA. Quand on regarde tout ce qu'il y a comme débat sur l'unification de la zone monétaire au niveau de la CEDEAO à l'échelle africaine, on va vers ça. On va vers la création d'une monnaie africaine propre à nous. Tu ne maîtrises pas ta langue, tu ne maîtrises pas ta monnaie, tu ne peux pas aller de l'avant. Ce n'est pas possible. Excellent. Alors, je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. 45 minutes, ce n'est pas suffisant pour débattre de cette question. On aura d'autres occasions pour le faire. Et ce soir, nous parlions de l'Union africaine après plus d'un demi-siècle. Quels sont les acquis et les défis? Comme invité, nous avions Dr Djakari Poudjougou, qui est enseignant à l'Université de Bamako, professeur Abdoulaye Niang, économiste, maître Boubacar Karamoko Koulibaly, ancien ambassadeur du Mali, Lassino Koulibaly, qui est représenté le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Je suis Mohamedou Touré. Le débat a été réalisé par Ibrahim Haran Diallo, à la mise en onde de Seydumbo, régie vidéo assurée par Noum Djiré. Nous nous retrouverons demain pour une autre émission du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.